Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence Prendre le temps en tout temps, présentée dans le cadre du Salon Vise et droits du Barreau de Montréal, présenté par la Ville de Montréal et Desjardins. Merci d'être présent avec nous aujourd'hui. Je me présente, je suis Joanne Beauvais, je suis directrice des communications à l'OACIQ, l'organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec, et j'ai le plaisir d'animer cette discussion. Tout au long de celle-ci, vous êtes invités à inscrire vos questions dans la section questions-réponses située au bas de votre écran et Maître Champagne se fera un plaisir d'y répondre. Alors, sans plus tarder, j'ai le plaisir de vous présenter notre conférencière du jour. Maître Champagne est membre du Barreau du Québec, médiatrice accréditée et détentrice d'un MBA pour cadre en services financiers ainsi qu'un MBA exécutif de l'Université Paris-Dauphine. Elle possède une vaste expérience professionnelle au sein d'organismes d'autoréglementation dans le domaine financier et d'ordre professionnel, notamment à titre de gestionnaire et membre de la direction. Elle a été présidente du Conseil de discipline au bureau des présidents du Conseil de discipline des ordres professionnels du Québec, syndic de la Chambre de la sécurité financière et avocate au sein de l'Organisme canadien de réglementation des commerces de valeurs mobilières. Elle a œuvré auparavant dans le grand cabinet d'avocats et boutique de litige de Montréal. En novembre 2017, elle se joint à l'organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec à titre de vice-présidente encadrement. À ce poste, elle assume la responsabilité de 4 directions, soit le bureau du syndic, les affaires contentieuses, l'assistance au public ainsi que l'inspection. Elle agit également à titre de porte-parole de l'OACIQ et présidente du Comité des pratiques professionnelles des autorités canadiennes de réglementation du courtage immobilier. Elle donne régulièrement des conférences et formations en matière de conformité, de prévention de la fraude et du blanchiment d'argent. Maître Champagne s'est de plus grandement impliqué au sein de la communauté juridique, notamment comme membre des conseils d'administration et comités exécutifs du Barreau du Québec, du Barreau de Montréal, de l'Association du Barreau canadien Division Québec, de la Fondation du Barreau du Québec ainsi que du Jeune Barreau de Montréal, dont elle a été la présidente. Enfin, elle a siégé comme administratrice du réseau Enfants Retour. Maître Champagne, la parole est à vous. Bonjour, merci beaucoup, Madame Beauvais, pour cette présentation. Alors, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je vais vous partager mon écran sur lequel se trouve ma présentation. Alors, c'est un grand plaisir, comme je le disais, pour l'OACIQ de participer au Salon Vise et droits. L'OACIQ a été un partenaire depuis quelques années maintenant avec le barreau dans cette grande conférence qui est le Salon Vise et droits. Et puis, dans un contexte d'effervescence comme on le connaît actuellement, ce contexte sur le marché immobilier, je pense que c'est intéressant de pouvoir discuter avec le public des droits du public, des conséquences aussi de ce marché et de toutes les obligations aussi qui découlent de cela, autant au niveau des courtiers que du public lui-même. Alors, donc, la présentation vous permettra de connaître peut-être davantage l'OACIQ. Qu'est-ce que c'est que l'OACIQ? On parlait du contexte actuel, le contexte auquel je faisais référence il y a quelques instants. Aussi les éléments qui sont à ne pas négliger dans le contexte de cette surchauffe immobilière dont on parle souvent, donc par exemple la promesse d'achat. Aussi, on va parler des devoirs et obligations des courtiers immobiliers dans ce contexte, les différents mécanismes de protection qui existent pour le public et qui sont offerts par l'entremise de la loi et par l'OACIQ. Aussi, certaines nouveautés en termes d'encadrement pour les courtiers et également, finalement, les changements à venir à la loi sur le courtage immobilier. Oui, parce qu'il y aura des changements importants qui vont entrer en vigueur dans les prochains mois. Donc, dès le mois de juin, on aura des gros changements. Alors, nous allons en parler tout à l'heure. Alors, tout d'abord, l'eau à quoi? Donc, on l'a nommé en présentation. Est-ce que vous seriez capable de donner son nom complet? Alors, c'est l'organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du
Québec. Et maintenant, sa mission. Qu'est-ce que c'est que sa mission? Alors, le rôle de l'OACQ, c'est vraiment de protéger le public. C'est vraiment là où se trouve sa mission. Et puis, cette mission-là se trouve à être dans la loi sur le courtage immobilier. Alors, on protège le public, l'OACQ protège le public en l'informant également, et puis en appliquant cette loi-là, cette loi sur le courtage immobilier, puis c'est ce dont on va parler plus en détail aujourd'hui. C'est aussi à travers la loi sur le courtage immobilier que l'on peut encadrer la pratique du courtage, la pratique des courtiers. C'est là où se trouvent leurs devoirs, leurs obligations déontologiques, puis c'est aussi de ça dont il va être question aujourd'hui. Rôle des différents intervenants, donc aussi pour mettre la table, pour qu'on comprenne bien où se situe l'OACQ à travers tout cela. Donc, l'OACQ, je le disais, protège le public et puis applique la loi, veille à l'application de la loi qui, elle, est écrite par le ministère des Finances. Donc, c'est une loi qui relève du ministère des Finances. Et puis, ça permet donc d'encadrer non seulement les courtiers, mais également les agences immobilières. Alors, au travail, les courtiers et les dirigeants d'agence, oui, parce que dans chaque agence, il doit y avoir un dirigeant d'agence qui est en charge d'assurer la supervision des courtiers. Puis, ça peut être une personne de référence également pour le public lorsque survient certaines difficultés dans le cadre d'une transaction. Alors, c'est bon à savoir qu'il y a un dirigeant d'agence et celui-ci est également encadré par l'OACQ. Le contexte actuel. Alors, on en entend beaucoup parler depuis maintenant plus d'1 an. Donc, on sait actuellement que il y a beaucoup d'effervescence, il y a beaucoup de demandes sur le marché, alors qu'il y a peu de propriétés qui sont à vendre. Alors, ça fait en sorte qu'il y a cette surchauffe-là dont on parle beaucoup. Ce n'est pas le courtage qui est responsable, ni non plus les courtiers qui sont responsables de cette surchauffe-là. C'est vraiment un contexte particulier, un contexte où est-ce que peu de propriétés sont donc à vendre pour un grand nombre de demandeurs, d'acheteurs potentiels. Alors, c'est ce qu'on voit. Et puis, ce qui fait en sorte qu'il va y avoir des acheteurs qui vont se sentir pressés. Ils vont être pressés de passer à l'action. Ils vont être pressés de faire des transactions. Et puis, il peut y avoir des conséquences lorsqu'ils agissent de façon précipitée. Et puis, nous, on est là à l'OACQ pour justement prévenir plutôt que guérir. Alors, mettre en garde justement, notamment les acheteurs quand ils sont trop pressés dans le contexte de renoncer à des droits, par exemple. On voit aussi des situations où est-ce qu'on a beaucoup de propriétés qui font l'objet d'offres multiples. Des offres multiples, c'est quoi? C'est lorsqu'il y a plusieurs promesses d'achat qui vont être présentées pour une seule propriété. Alors là, le vendeur se trouve à faire le choix entre les différentes propositions qui lui sont faites, entre les différentes promesses d'achat qui lui sont présentées. Donc, je le mentionnais tout à l'heure, dans un contexte comme celui-là, parce qu'on veut faire valoir notre promesse d'achat en premier, certains acheteurs vont être tentés de renoncer à certaines protections et ils doivent le faire, par contre, en toute connaissance de cause. Et puis, c'est pour ça que l'OACQ est là, notamment pour bien informer le public quant à ces renonciations et aux conséquences que ça peut avoir chez les acheteurs, notamment. Donc, aussi, en termes de précipitation, là, ce qui arrive là, parfois, là, on peut perdre des droits et c'est ce qu'on ne veut pas qui survienne. On va parler maintenant de 3 éléments qui sont à ne pas négliger, absolument pas négliger dans le contexte actuel, des éléments qui sont importants. Ils sont importants même dans un contexte où il n'y a pas de surchauffe, mais actuellement, je pense que c'est encore plus important de les avoir en tête. D'abord, l'inspection pré-achat. Alors, qu'est-ce que c'est que l'inspection pré-achat? Eh bien, ça sert à évaluer tout ce qui est visible d'une propriété. Donc, un inspecteur est là il n'est pas là pour ouvrir les murs, comme on dit, il est là pour vraiment, avec son œil d'expert, avec son œil de professionnel dans le domaine de l'inspection en bâtiment, il va être là pour détecter toutes les problématiques qui sont en lien avec la propriété, pour faire en sorte que la décision d'acheter une propriété soit faite en toute connaissance de cause. Donc, son rôle est vraiment
important. L'inspection est vraiment importante, l'inspection pré-achat, parce que ça permet vraiment à l'acheteur de savoir quels sont les différents éléments qu'il doit avoir en tête lorsqu'il propose d'acheter une propriété. Et puis aussi, ça va venir faire en sorte qu'il va peut-être décider de modifier son prix ou demander des conditions particulières pour s'adapter justement en fonction des constats qui ont été faits à l'occasion de la pré-inspection. Donc, la pré-inspection peut parler par exemple, de problèmes de fondation, de problèmes de toiture, de problèmes de ventilation. Alors, ce sont tous des éléments qui sont extrêmement importants et qui ne sont pas nécessairement à la portée de tous en termes de connaissances. Alors, monsieur, madame, tout le monde n'a pas nécessairement cet œil-là que le professionnel de l'inspection va avoir. C'est d'autant plus important de faire une inspection pré-achat lorsque on vend ou on achète sans garantie légale de qualité. Alors, on en parlera plus loin, ce que ça signifie, mais c'est encore plus important donc de faire une inspection pré-achat parce qu'on veut avoir vraiment une compréhension complète, une connaissance la plus complète possible des risques auxquels on s'expose. On peut également voir des cas où est-ce qu'on va faire une inspection pré-vente. Alors, contrairement à l'inspection pré-achat qui serait demandée par un acheteur, eh bien, le vendeur peut lui-même décider de faire une inspection pré-vente. Donc, le courtier qui le représente peut lui conseiller de faire cette inspection pré-vente-là. Alors, ça permet de donner vraiment beaucoup de transparence, finalement, quant à la propriété qui est vendue et puis tous ces éléments-là qui seraient détectés ou qui seraient constatés à l'occasion de l'inspection pré-vente, il va falloir qu'ils soient aussi divulgués à tous les acheteurs potentiels pour qu'eux puissent prendre connaissance de tout cela, notamment à travers la déclaration du vendeur, mais aussi dans un rapport d'inspection pré-vente. Ce n'est pas obligatoire, mais ça peut être tout à fait approprié de le faire dans plusieurs circonstances. Les devoirs et obligations, justement, du courtier immobilier dans un tel contexte, eh bien, avant l'inspection, bien sûr, c'est de s'assurer qu'on puisse porter à l'attention de tous les acheteurs potentiels tout ce qui est connu du vendeur. Donc, le vendeur doit déclarer dans un formulaire qui s'appelle le formulaire de déclaration du vendeur tout ce qui porte sur tous les éléments qu'il connaît au sujet de sa propriété. Donc, tous les facteurs qui peuvent influencer un acheteur de faire ou non une promesse d'achat, d'offrir un prix plutôt qu'un autre, de demander telle ou telle condition. Alors, tout doit y être. Alors, c'est pour vraiment avoir une vue complète et ça doit se faire complètement avec beaucoup, beaucoup de transparence. On doit vraiment tout divulguer dans cette déclaration-là. Et puis, c'est au courtier du vendeur d'accompagner son client vendeur justement dans cette divulgation-là, dans la complétion de ce formulaire qui est si important puis qui permet de protéger à la fois le vendeur lui-même et aussi, bien sûr, l'acheteur, parce que ça permet de protéger le vendeur parce qu'on ne pourra pas lui reprocher après coup le fait d'avoir caché de l'information. Alors, il va avoir donné une vue complète là, de sa propriété pour pouvoir faire en sorte que tout le monde ait les connaissances qu'il a besoin pour pouvoir faire sa promesse d'achat, comme je le disais. Donc, on peut faire une recommandation donc aussi pour le courtier de l'acheteur cette fois-ci, où le courtier du vendeur peut recommander à l'acheteur de faire une inspection pré-achat. Toutefois, il doit y avoir 4 exigences qui doivent être rencontrées. Donc, quand on fait appel à un inspecteur, eh bien, il faut que cet inspecteur-là, tout d'abord, signe une convention de service à la personne à qui il offre ses services, donc par exemple à l'acheteur, dans lequel il va décrire en détail tous les services qu'il offre. Donc, ça va être un contrat qui va les lier les deux. Il doit également y avoir une assurance responsabilité professionnelle qui couvre justement ces risques-là ou la responsabilité de l'inspecteur lui-même. Donc, il est obligé d'avoir une assurance responsabilité. C'est une façon aussi de protéger l'acheteur par la suite. Il doit également être en mesure de suivre des normes
de pratiques qui sont reconnues. Alors, c'est vraiment en fonction de ces normes-là qu'il va agir, qu'il va effectuer son inspection. Et puis finalement, il a l'obligation de remettre un rapport écrit à son client, l'acheteur, par exemple. Donc, il va remettre un rapport écrit et puis c'est sur la foi de ce rapport écrit-là qu'ensuite l'acheteur pourra prendre les décisions qui sont appropriées. Il faut savoir également que le courtier qui accompagne un acheteur ou qui recommande qu'une inspection pré-achat soit effectuée, doit également fournir une liste de plusieurs candidats, donc de plusieurs inspecteurs, donc pas seulement un inspecteur, mais plusieurs inspecteurs pour donner le choix à l'acheteur de faire appel à celui qu'il souhaite ou qu'il considère être le mieux dans les circonstances. Après l'inspection maintenant, qu'est-ce qui arrive une fois qu'on a obtenu le rapport de l'inspecteur? Eh bien, on évalue son contenu, bien sûr, et puis on va prendre l'une des 3 décisions suivantes. C'est-à-dire qu'aucun changement, donc ça ne change rien à la proposition qui a été faite, à la promesse d'achat. Donc, on avait fait la promesse d'achat à tel prix, à telle condition, ça nous convient, l'inspection nous démontre qu'il n'y a pas de changement à y apporter. On peut aussi, l'autre option, renégocier le prix, c'est-à-dire de dire, considérant le fait que tel élément est ressorti dans l'inspection pré-achat, bien, je considère que le prix que j'ai offert devrait être revu à la baisse, par exemple, ou des conditions différentes devraient être apporter. On peut par exemple demander au vendeur de faire des modifications ou d'apporter des réparations, de faire lui-même des réparations, puis de donner un délai pour les effectuer. Ça peut être aussi une des conclusions à laquelle on arrive. Et puis, à ce moment-là, on va faire une modification à notre promesse d'achat. L'autre option également, c'est la suivante, c'est de tout simplement demander l'annulation de la promesse d'achat. Ça, c'est dans des cas particuliers où est-ce qu'il y aurait des facteurs vraiment significatifs qui font en sorte que, là, en fait, l'entente ou la proposition d'entente ne tient plus du tout. Donc, l'acheteur n'est plus du tout intéressé compte tenu, par exemple, de l'ampleur des travaux ou des coûts que ça signifierait. Donc, on voit là-dedans une opportunité pour pouvoir dire, bien non, moi, ça ne m'intéresse pas, mais il faut savoir que ça ne peut pas être simplement des réparations mineures, par exemple, qui devraient être apportées. Il faut vraiment que ce soit significatif. Donc, des constats qui sont vraiment importants et qui changent, dans le fond, le consentement de l'acheteur vis-à-vis cette situation-là. Qu'est-ce qui arrive maintenant si on refuse de faire ou on renonce à notre prérogative, à notre droit de faire une inspection pré-achat? Alors, bien, il faut savoir que ça comporte des risques importants. Des risques importants parce que, dans le fond, on n'aura pas une compréhension aussi complète que celle que l'on aurait pu avoir avec un rapport d'inspection sous les yeux. Et puis, advenant le cas où est-ce qu'il y avait des problématiques avec la propriété puis qu'on voulait revenir prendre un recours, par exemple, contre le vendeur, eh bien, un tribunal pourrait dire que l'acheteur a été négligent et qu'il aurait pu connaître ces problématiques-là s'il avait fait faire une inspection. Donc, ça aurait pu être à sa connaissance. Donc, il aurait pu prendre des mesures en amont et ça pourrait ne pas être reproché ensuite au vendeur. Donc, conséquences financières, entre autres, importantes qui peuvent en découler pour l'acheteur. Alors, c'est un pensée si bien que de ne pas faire appel à un inspecteur avant de procéder à la transaction elle-même. Deuxième élément dont je souhaite vous parler aujourd'hui, c'est celui du certificat de localisation, l'importance du certificat de localisation. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un certificat de localisation? Bien, en fait, c'est un rapport et un plan qui sont préparés par un arpenteur géomètre qui donne, en fait, son opinion sur l'état des lieux. Donc, il décrit les lieux. C'est son rôle et puis c'est bien important ce certificat de localisation-là parce que ça permet de connaître plusieurs choses sur l'immeuble. Donc, ça décrit non seulement son état physique, mais aussi, donc, description physique de l'immeuble, c'est-à-dire le cabanon, la piscine, les escaliers, les rallonges, délimitation du terrain.
Mais ça décrit également tout ce qui touche la réglementation municipale, le zonage. Donc, c'est vraiment une revue complète à cet égard-là parce qu'on sait qu'il peut y avoir des règlements qui changent au fil du temps. Les municipalités peuvent faire en sorte que des quartiers, des rues, des zones sont qualifiées autrement, puis il peut y avoir des restrictions qui en découlent. Alors, c'est pour ça que cette évaluation-là est importante parce qu'on doit savoir ce que l'on achète. Hein. Quand on fait une promesse d'achat, on veut savoir non seulement on veut non seulement connaître la santé du bâtiment, mais on veut également connaître quel est ce périmètre et quel est ce terrain sur lequel se trouve la propriété et puis quelles sont les délimitations et en quoi il peut y avoir des enjeux. Puis ça aussi, ça peut faire partie des éléments qui sont pris en compte et qui peuvent amener parfois une promesse d'achat à être modifiée compte tenu des constats qui vont être faits ou qui vont être apportés dans le certificat de localisation préparé par l'arpenteur géomètre. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce certificat de localisation-là également doit être âgé de moins de 10 ans parce que c'est ce qu'exigent les notaires. Donc, il faut prévoir le coût. Donc, le vendeur doit faire préparer un certificat de localisation aux fins de la vente et puis ce certificat-là doit avoir moins de 10 ans. Il peut y avoir aussi des cas où est-ce qu'il y a eu une rénovation cadastrale, donc un nouveau numéro cadastral, puis ça nécessite aussi dans ce cas-là un nouveau certificat de localisation. Alors, c'est vraiment un élément qui est très, très important. Et puis, il faut savoir aussi que les assurances-titres qu'on voit parfois être offertes ne couvrent pas l'absence de certificat de localisation. Alors, ce n'est pas parce qu'on a une assurance-titre que le certificat de localisation n'est plus utile, n'a plus sa raison d'être. Donc, ça, c'est important aussi de l'avoir en tête. Et puis aussi que ça soit financé ou non, que l'achat soit financé ou non, ça n'a pas d'importance non plus. Donc, le certificat de localisation est requis en toutes circonstances, à moins qu'il y ait eu une renonciation, auquel cas, bien, on doit vivre avec les conséquences et les risques. Alors, ce n'est certainement pas recommandé et le rôle du courtier également est là pour s'assurer que cette recommandation-là soit bien appliquée, soit bien suivie. Parlons maintenant de la garantie légale, comme je l'avais annoncé tout à l'heure. Donc, la garantie légale, ça comprend 2 éléments. Donc, tout d'abord, la garantie de qualité et la garantie du droit de propriété. Donc, la garantie de qualité, qu'est-ce que ça touche? Ça touche tout ce qui est vice caché. C'est quoi un vice caché? Un vice caché, eh bien, c'est un vice qui était invisible de tous, qui était inconnu de tous. Alors, au moment de la vente, il est possible que la propriété ait comporté des vices qui étaient inconnus du vendeur et inconnus de l'acheteur. Alors, c'est bien important qu'il soit inconnu des deux parce que le vendeur, comme on l'a vu tout à l'heure, a l'obligation de déclarer toutes les problématiques liées à sa propriété, donc tous les facteurs qui sont défavorables à sa vente. Donc, il doit le faire dans son formulaire de déclaration du vendeur au moment où est-ce qu'il prépare le tout avec son courtier qui le représente. Donc, c'est une façon d'assurer une bonne transparence. Aussi, l'inspection, on l'a vu tout à l'heure, l'inspection pré-achat permet aussi de voir s'il n'y aurait pas des problématiques avec l'immeuble. Alors, c'est une façon de se protéger. Mais les vices cachés, ce sont vraiment ceux qui sont inconnus et de l'inspecteur pré-achat et du vendeur. C'est vraiment de tous. Alors, c'est un défaut inconnu et invisible. Et quand on se retrouve avec une problématique de vice caché, une fois que la transaction est effectuée, l'acheteur a la possibilité de aller voir le vendeur et lui dire, regarde, ici, il y a une problématique que ni toi, ni moi ne connaissions au moment de la transaction, mais tu me dois cette garantie de qualité-là. Alors, c'est toi qui es responsable des dommages qui peuvent en résulter. Alors, il peut y avoir là ici une réclamation qui est faite auprès du vendeur pour ce vice caché-là. Quand il n'y a pas de garantie de qualité, quand la vente s'effectue sans garantie de qualité, eh bien, c'est là où est-ce que le risque est très élevé pour l'acheteur parce que c'est lui qui se retrouve avec la charge, justement, les conséquences financières des vices qui sortent après coup. Alors, c'est pour ça que cette garantie-là, qui est une garantie qui apparaît dans la loi, est très importante. C'est très important. C'est très important aussi
d'être consciente du fait que lorsqu'on y renonce, on peut encourir vraiment des problématiques importantes et se retrouver seul à devoir assumer les coûts de tout cela. Donc, on va voir par contre des cas où est-ce que la garantie de qualité ne sera pas donnée par le vendeur. Dans les cas de succession, par exemple, ou de reprise de possession, puis à ce moment-là, c'est un peu plus, je vous dirais, normal jusqu'à un certain point, dans la mesure où est-ce que la personne qui va vendre, par exemple, un héritier, va vendre une propriété, n'a pas la connaissance complète qu'avait celui duquel elle a hérité, donc la connaissance complète de l'immeuble. Alors, ça devient difficile pour cette personne-là de dire, écoutez, moi, je connais cet immeuble dans son entièreté, alors c'est pour ça que ça va être plus fréquent de voir ça dans des situations comme celle-là. Mais bien sûr, ça va avoir un impact sur le prix parce que quand on vend sans garantie de qualité, eh bien, le vendeur doit s'attendre à avoir un impact au niveau du prix qu'il pourra recevoir parce qu'il donne moins à toute fin pratique. L'autre volet de la garantie légale, c'est la garantie du droit de propriété. Et puis, celle-là, c'est une garantie qui est différente et puis c'est vraiment pas recommandé non plus d'y renoncer. Alors, c'est au niveau des titres. Donc, c'est si on a, par exemple, un vice de titre qui survient, alors c'est la garantie du droit de propriété qui embarque. Et puis, ça nous permet aussi de connaître, de savoir quelles sont les problématiques au niveau de la délimitation, par exemple, du terrain ou des différentes restrictions au niveau de la propriété. Alors, si, par exemple, il y avait un empiètement qui n'avait pas été connu au moment de la transaction, eh bien, c'est une façon d'aller de pouvoir avoir un recours ou être dédommagé auprès du vendeur à ce moment-là. Alors, quand on vend avec la garantie de droit de propriété, bien, dans le fond, ce que ça dit, c'est que cette propriété-là est vendue libre de toute hypothèque, outre celle qui sera prise par l'acheteur, par exemple, libre d'empiètement, par exemple, un droit de passage, libre également de limitation de droit public. Hydro-Québec passe sa ligne sur le terrain. Et puis, ce sont le genre de problématiques au niveau des titres qu'on peut voir et qui sont garantis à travers cette garantie légale. Devoir et obligation du courtier, bien évidemment, encore une fois, c'est de bien expliquer. Le courtier a l'obligation de bien informer son client, ses clients, des conséquences à une telle renonciation. Et puis, s'assurer que cette décision-là est prise en toute connaissance de cause, autant pour le vendeur que pour l'acheteur. Et puis, une des recommandations aussi qui peut être envisagée dans les cas où est-ce que la vente se fait sans garantie de qualité, bien, le courtier pourrait recommander justement de faire une inspection pré-achat qui soit plus poussée, donc avec vraiment une expertise particulière. Donc, si l'inspection pré-achat démontre peut-être certaines problématiques, mais en superficie, on va peut-être vouloir aller un petit peu plus loin pour s'assurer qu'on ne fait pas d'erreur et puis que notre promesse d'achat est alignée par rapport à ce qui est constaté dans ces inspections. Donc, conséquence, oui, d'y renoncer, il y en a autant pour l'acheteur et le vendeur, comme je l'ai indiqué. Troisième élément dont je souhaitais parler aujourd'hui, c'est la promesse d'achat, donc ce fameux document. Parler, qu'est-ce que c'est qu'une promesse d'achat? Eh bien, il faut savoir qu'une promesse d'achat, c'est un contrat. Alors, ça lie. À partir du moment où est-ce que l'acheteur potentiel signe une promesse d'achat, eh bien, il est lié par son contenu. Donc, il est lié par les conditions qu'il propose, il est lié par le prix qu'il propose, dans le cadre, évidemment, là, des différents paramètres qui vont être prévus dans la dite promesse d'achat. Donc, par exemple, je te promets d'acheter ta maison, tu as un délai X pour me répondre. À telle heure, tu dois m'avoir donné ta réponse. Alors, c'est les limites de ce contrat-là, mais c'est bel et bien un contrat. Alors, ça peut être difficile d'annuler une promesse d'achat. Alors, c'est important de comprendre bien comprendre les tenants et aboutissants de ce document. Donc, qu'est-ce que c'est que la promesse d'achat? Eh bien, il y a un formulaire, lorsqu'on fait affaire avec un courtier immobilier, il y a un formulaire qui a été créé, qui a été édité par l'OACQ. C'est un formulaire obligatoire et puis il
également approuvé par le ministère des Finances. Alors, c'est un formulaire gouvernemental qui est réglementé, puis qui s'assure vraiment de couvrir, de bien informer. C'est à la fois un formulaire, mais c'est aussi un outil dans lequel on trouve beaucoup d'informations pour bien encadrer le déroulement de la transaction. Alors, c'est là-dedans que l'on va consigner le prix, les conditions, ça contient vraiment beaucoup d'informations qui sont importantes pour les fins de cette transaction-là. Alors, c'est un engagement, comme je le disais, ce n'est pas rien. Et c'est aussi une façon, c'est à partir de cette promesse d'achat-là qu'on va pouvoir la bonifier. Donc, on ne peut pas se retirer, donc on s'engage lorsqu'on signe une promesse d'achat et on ne peut pas diminuer, disons, les conditions ou les prix qui s'y trouvent, on ne peut que les bonifier à l'intérieur, encore une fois, du délai que l'on a prévu dans la promesse d'achat. Pour bien comprendre la promesse d'achat, eh bien, il faut savoir qu'est-ce qu'on doit faire avant. Donc, le courtier est là aussi pour accompagner son client acheteur. Donc, lorsque l'acheteur est accompagné d'un courtier, le courtier va être là aussi pour s'assurer que son client comprenne bien quel est son budget, qu'il prenne connaissance et comprenne bien la déclaration du vendeur, qu'il s'assure que tout soit conforme et qu'il prenne aussi connaissance des documents, par exemple, au soutien de la déclaration du vendeur. Donc, par exemple, la déclaration du vendeur ferait référence à des travaux majeurs qui auraient été effectués. Eh bien, l'acheteur a le droit de consulter les factures, par exemple, qui démontreraient la nature des travaux, les montants des travaux, le montant encouru pour le paiement de ces travaux-là. Donc, vraiment, avant de faire cette promesse d'achat-là, il faut avoir une bonne idée de ce que l'on achète et puis de ce qu'on est capable d'acheter aussi en termes de budget, jusqu'où on est capable d'aller. C'est d'autant plus vrai dans un contexte de surchauffe immobilière où est-ce qu'il y a certains acheteurs qui vont être portés à bonifier à la hausse leur prix. Alors, il faut toujours qu'ils gardent en tête le budget à l'avenant. Les délais également, j'en ai parlé tout à l'heure, donc c'est dans cette promesse-là qu'on va prévoir les délais. Qu'est-ce qui arrive ensuite, là, une fois qu'on a fait notre promesse d'achat? Donc, la promesse d'achat, à partir du moment qu'elle est signée, bien, elle appartient au vendeur. Et puis là, c'est au vendeur de réagir. Alors, il y a 3 options. Donc, il peut refuser tout simplement la promesse d'achat, dire non, ça ne m'intéresse pas. Il peut l'accepter. Alors, ça, c'est dans le meilleur des mondes pour tout le monde. Ou il peut faire une contre-proposition, c'est-à-dire oui, mais, donc je suis intéressée à faire affaire avec toi, mais je te suggère ou je arrive avec une contre-proposition, par exemple, au niveau soit des conditions ou du prix. Alors, c'est dans la contre-proposition que va se trouver ces différents éléments-là. Alors, à ce moment-là, la balle retourne dans le camp de l'acheteur une fois que le vendeur, lui, a donné sa réponse, refusé, accepté ou contre-proposition. Dans un contexte aussi de surenchère, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, le courtier du vendeur qui reçoit plusieurs promesses d'achat, bien lui, là, il a une obligation très importante, c'est qu'il doit s'assurer que toutes et chacune des promesses d'achat qui sont reçues, qu'on lui achemine, sont présentées au vendeur. Donc, c'est très important de savoir qu'il a cette obligation-là. Il ne peut pas faire abstraction de promesses d'achat qui lui seraient soumises. Et puis, l'autre chose aussi qui est importante de savoir, c'est que le courtier du vendeur a l'obligation d'informer tous les acheteurs qui ont fait déjà une promesse d'achat du fait qu'il y a d'autres promesses d'achat qui sont rentrées. Alors, c'est ce qui parfois peut mettre un peu de pression sur les acheteurs de savoir que d'autres promesses d'achat sont rentrées. L'idée ici, c'est de bien comprendre que les courtiers ne font pas ça pour mettre de la pression sur les acheteurs. C'est plutôt une obligation de transparence qu'ils ont pour faire en sorte que tout le monde ait droit à la même chance, c'est-à-dire droit à bonifier ou non leur promesse d'achat, mais que tout le monde soit vraiment sur le même pied d'égalité, qu'il y ait vraiment une connaissance uniforme, justement, de l'existence de ça. Donc, toutes les promesses d'achat, le contenu, par contre, des promesses d'achat demeure confidentiel. Donc, le courtier ne peut pas divulguer à un autre promettant acheteur le fait qu'il a reçu d'autres promesses d'achat qui seraient, par exemple, faites à des montants plus élevés, à des offres plus élevées ou à des conditions qui seraient plus attrayantes. Donc, il ne peut pas divulguer ces informations-là, donc c'est totalement confidentiel. Toutefois,
il doit divulguer le fait qu'il les a reçus, qu'il en a reçu 10, qu'il en a reçu 5, et doit donner cette information-là. Ça fait partie de ses obligations. Puis, advenant un cas où est-ce qu'il ne le fait pas, eh bien, il peut faire l'objet d'une plainte disciplinaire par le syndic de l'OACIQ. Les conditions pour annuler une promesse d'achat, eh bien, c'est seulement dans un contexte bien particulier, là, où est-ce qu'on va pouvoir retirer une promesse d'achat. Bien, ça peut être tout simplement parce que le délai pour l'accepter a expiré. Donc, ça arrive fréquemment, par exemple, que le vendeur va tout simplement laisser aller le délai, puis il va plutôt accepter une autre promesse d'achat, où il va y avoir peut-être une volonté des deux parties, finalement. Ben, le vendeur, l'acheteur discutent, puis finalement, ben, il y a consentement à ce que cette promesse d'achat-là soit tout simplement annulée. Ou dans les cas, puis l'autre possibilité, c'est dans les cas où est-ce qu'il y a une décision judiciaire qui est rendue, là, une décision qui est rendue par un tribunal qui annulerait une promesse d'achat. C'est plutôt rare, mais c'est une autre possibilité qui existe. Passons maintenant aux devoirs et obligations déontologiques des courtiers immobiliers. Donc, peu importe le contexte dans lequel on se trouve, qu'on soit en surchauffe ou non, il faut savoir que les courtiers immobiliers, les agences, les dirigeants d'agences ont des devoirs et obligations déontologiques qui sont édictés dans la loi sur le courtage immobilier et dans ce qui est dans le règlement sur les conditions d'exercice, qui est à toute fin pratique un code de déontologie. Alors, c'est là que se trouvent toutes ces obligations nombreuses des courtiers immobiliers. Si ces courtiers ont de telles obligations, c'est toujours dans l'esprit de la protection du public. Alors, c'est pour ça qu'il y a ces obligations-là, pour protéger le public. Donc, c'est clair que l'OACQ est là pour aussi s'assurer d'un encadrement qui soit un bon encadrement justement du travail du courtage, du travail des courtiers immobiliers. Et puis, c'est certain que des comportements, par exemple, insistants que l'on pourrait voir de la part de courtiers ne sont pas acceptés. Ils font l'objet d'enquêtes et font l'objet de plaintes disciplinaires. Alors, c'est vraiment important ici de comprendre toutes et chacune de ces obligations-là pour bien savoir que l'OACQ est là pour supporter toutes les parties à la transaction. Donc, l'une de ces obligations-là, qui est fondamentale, c'est le devoir d'informer et de vérifier. Alors, les courtiers doivent informer en toute transparence les parties à la transaction, donc autant son client que l'acheteur, par exemple, qui ne serait pas représenté par un autre courtier ou celui qui l'est. Donc, on lui donne toutes les informations en regard de la propriété, donc tous les facteurs, par exemple, défavorables à la vente. Puis, il doit aussi faire des vérifications. Donc, lorsque son client vendeur, par exemple, lui affirme qu'il a fait tels travaux de rénovation sur sa maison, eh bien, il doit s'assurer de faire cette vérification, de demander les factures. Il doit documenter son dossier de courtage pour s'assurer que tout ce qu'il amène, tout ce qu'il dit est bel et bien appuyé par un document, par une facture, par exemple. Il doit vérifier également, faire toutes les vérifications qui touchent le certificat de localisation, donc vérifier par exemple les empiètements, les droits de passage. Donc, il doit prendre connaissance vraiment de tout ce qui touche la propriété avant d'être mis en vente. Puis, il doit s'assurer que son client vendeur lui donne toute cette information-là. Alors, ça fait partie de ses obligations. Même chose pour le courtier de l'acheteur. Eh bien, il doit également s'assurer de bien informer son client, puis de faire toutes les vérifications pour lui pour que les décisions soient prises en toute connaissance de cause. Donc, faire preuve de transparence, c'est ce que ça permet de faire quand on remplit bien son devoir d'informer et de vérifier. Les courtiers ont également l'obligation d'éviter de se placer en situation de conflit d'intérêts. Alors ça, c'est très important. Donc, il doit mettre de l'avant d'abord et avant tout les intérêts de son client, de ses clients. Donc, il doit protéger, promouvoir les intérêts de son client d'abord et avant tout. Il doit être loyal
avec lui. Et il doit également offrir ce qu'on appelle un traitement équitable à l'autre partie. Donc, il doit lui donner toute l'information dont elle a besoin pour prendre une décision en toute connaissance de cause. Donc, il n'est pas là pour défendre les intérêts des deux parties, il est là pour défendre les intérêts de la partie avec laquelle il est lié par contrat de courtage, mais à l'égard de l'autre partie, il doit lui donner une information qui soit complète et qui soit objectivement complète. Il a également, évidemment, le courtier, l'obligation de conseil. Donc, une fois qu'il l'a informé, qu'il a vérifié, qu'il fait preuve de transparence, eh bien, à partir de ces informations-là, eh bien, il peut conseiller en fonction du profil de son client, en fonction des besoins de son client. Alors, ça fait partie de son rôle, de ses devoirs et obligations déontologiques. Il doit également être disponible. Alors, ça fait partie de son code de déontologie d'être disponible, de répondre aux appels, autant de son client vendeur que de l'autre partie qui voudrait, par exemple, avoir une visiter la propriété qui est mise en vente. Et aussi, il doit utiliser les formulaires de l'OACQ parce qu'on l'a vu tout à l'heure, formulaire déclaration du vendeur, formulaire promesse d'achat. Il s'agit de formulaires obligatoires. Alors, il y en a une 50aine de formulaires comme ça. Donc, le courtier est là pour utiliser ces formulaires-là. C'est une façon de s'assurer que rien ne soit oublié et puis aussi d'informer le public à travers les informations qui se trouvent dans ces 10 formulaires. On arrive maintenant aux différents mécanismes de protection qui sont à la disposition du public et qui sont prévus dans la loi sur le courtage immobilier et qui sont également déployés, mis en œuvre par l'OACQ. Ce sont bien sûr des mécanismes de protection qui sont déployés dans les cas où est-ce que ça fonctionne moins bien dans une transaction. Il faut savoir que la majorité des transactions fonctionnent bien. Maintenant, on a ces mécanismes-là dans les cas un petit peu plus exceptionnels. Alors, laissez-moi vous en parler. Donc, tout d'abord, on a un centre d'appel qui s'appelle Info OACQ. Alors, Info OACQ reçoit quelques 50 000 appels par année, donc disponible autant pour le public qui, en cours de transaction, aurait des questions, aussi disponible pour les courtiers, les dirigeants d'agence qui ont des questions. Alors, on est là pour répondre à ces questions-là. On a le service également d'assistance au public. Ça, c'est dans le cadre d'une transaction où est-ce qu'on vraiment on a des problèmes un petit peu plus importants. Eh bien, on a une équipe qui est là pour prendre aussi les appels, pour prendre aussi les formulaires de demande d'assistance que le public est appelé à compléter lorsqu'il a des difficultés. Donc, on prend toutes les informations au sujet de cette transaction-là, au sujet des différentes personnes qui sont impliquées dans la transaction. Et aussi, ils vont prendre connaissance, le service d'assistance au public va prendre connaissance de toute la documentation qui a été utilisée dans le cadre de cette transaction-là. Donc, ça peut être des échanges de courriels, de textos, des formulaires, promesses d'achat, déclaration du vendeur. Donc, vraiment toute la documentation autour de la transaction, ça doit être transmis au service d'assistance au public qui va prendre connaissance de la demande d'assistance puis qui va intervenir auprès du dirigeant d'agence, du courtier, du public pour essayer de voir à ce qu'il y ait une solution à la problématique qui est présentée. Et puis, dans le cas où est-ce que ce n'est pas possible, eh bien, le dossier est tout simplement transféré au bureau du syndic. Le bureau du syndic est là pour mener des enquêtes déontologiques, donc voir, déterminer si le courtier, les courtiers impliqués dans la transaction ont failli à leurs obligations déontologiques, ont commis des infractions à leurs obligations. Dans le cas où est-ce que c'est le constat que fait le syndic, eh bien, il y a une plainte disciplinaire qui va être déposée. Une plainte disciplinaire, c'est une procédure judiciaire, mais qui est amenée devant un comité de discipline. Donc, c'est une procédure dans laquelle on va décrire le manquement du courtier et c'est le comité de discipline qui va se prononcer ensuite à savoir est-ce qu'il y a culpabilité ou non. Donc, est-ce que le courtier est coupable de l'infraction qui lui est reprochée? Et advenant le cas où est-ce que c'est la conclusion du comité de discipline, eh bien, il va y avoir des sanctions qui vont être imposées au courtier. Ces sanctions-là peuvent être une amende qui va varier entre 2 000 et 50 000 $ selon la gravité de l'infraction. Ça peut être également
une suspension du permis de courtier pendant une période donnée, donc suspension qui peut être de quelques semaines, quelques mois, quelques années. Et puis, il peut y avoir même la révocation du permis du courtier dans les cas les plus graves. Le comité de discipline va aussi imposer des réprimandes dans les cas les moins graves ou va vouloir aussi que le courtier puisse s'améliorer par la voie de formation qu'il a l'obligation d'aller suivre. Comme autre mécanisme de protection, nous avons le fonds d'indemnisation du courtage immobilier. Donc, le fonds d'indemnisation, c'est un moyen aussi pour le public de recevoir une compensation dans les cas où est-ce qu'il y aurait eu une fraude, où est-ce qu'on lui aurait caché de l'information. Donc, c'est dans les cas les plus graves. Donc, c'est des manœuvres dolosives, malhonnêtes qui auraient été commises par un courtier. Dans les cas où est-ce que c'est plutôt une erreur, omission, une faute professionnelle, eh bien, c'est plutôt le fonds d'assurance responsabilité professionnelle qui va couvrir les actes posés par le courtier qui aurait commis une faute. Alors, à ce moment-là, il peut y avoir un dédommagement qui est effectué par le fonds d'assurance. Parlons maintenant des outils supplémentaires que l'on a mis de l'avant à l'OACQ pour mieux encadrer les courtiers dans le contexte actuel de la surchauffe. Alors, il faut savoir qu'on a déployé une formation obligatoire pour tous les courtiers immobiliers, alors qui travaillent dans le domaine résidentiel. Donc, ils ont eu à suivre cette formation l'année dernière. Donc, ils ont mis à jour leurs connaissances et puis on a déployé ça assez rapidement pour pouvoir épauler aussi bien autant les courtiers, les dirigeants d'agences, des agences que le public. On a également bonifié notre formulaire de promesse d'achat. Alors, il va y avoir un ajout, donc une nouvelle clause sur l'inspection pour s'assurer que les gens qui font des promesses d'achat, qui renoncent à cette possibilité-là de faire une inspection pré-achat, le fassent en toute connaissance de cause. Donc, c'est un mécanisme additionnel d'information de protection du public. Et puis également, nous avons déployé de nouvelles lignes directrices, entre autres, qui portent sur le conflit d'intérêts, le blanchiment d'argent, la gestion des plaintes. Plusieurs autres sont à venir, donc qui seront déployés au courant des prochains mois, cette année en 2022. Alors, ce sont des outils additionnels pour les courtiers. Parlons justement des initiatives de l'OACQ pour contrer le blanchiment d'argent. Alors, ça fait partie aussi des mécanismes que l'on déploie pour renforcer l'encadrement puis aider nos titulaires de permis, nos courtiers. Donc, une ligne directrice pour vraiment indiquer quelles sont les attentes de l'OACQ à titre de régulateur du courtage immobilier. On a également à la disposition du public sur notre site Internet un nouveau formulaire de dénonciation anonyme en ligne pour les cas de blanchiment d'argent. Si le public ou si les courtiers soupçonnent une situation de blanchiment d'argent, il y a une possibilité de faire une dénonciation de façon anonyme en ligne. Alors, c'est tout simple. Allez sur notre site Internet et vous trouverez l'information. Nous donnons évidemment des conférences. On participe au forum sur la prévention de la fraude. On a également signé une entente de collaboration avec CANAF, qui est le centre d'analyse en matière de prévention du blanchiment d'argent, organisme canadien. Nous avons également déployé une nouvelle formation obligatoire. Donc, une formation obligatoire pour tous les courtiers. Donc, ils doivent suivre cette formation-là d'ici la fin de l'année, plus particulièrement, en fait, c'est le 15 novembre, la date limite pour avoir complété sa formation sur la prévention du blanchiment d'argent. Et puis, on a d'autres outils, articles qui sont prévus pour les courtiers en matière de blanchiment d'argent. Parlons finalement des modifications à la loi sur le courtage immobilier qui s'en viennent. Donc, ça va être en vigueur à partir du mois de juin. Alors, tout d'abord, à partir du mois de juin, il sera interdit aux courtiers de représenter simultanément deux parties à une transaction. Donc, le courtier ne pourra plus avoir un contrat de courtage vente avec un vendeur en même temps d'avoir un contrat de courtage achat avec un acheteur dans le cadre d'une même transaction. Alors, si c'est le cas, eh bien, le courtier de l'acheteur devra résilier son contrat achat avec
l'acheteur. Et l'acheteur pourra avoir l'opportunité à ce moment-là de faire appel à un autre courtier pour cette transaction-là. Donc, on veut vraiment s'assurer que le courtier représente seulement une partie à la fois, protège les intérêts d'une seule partie à la fois, protège ses informations confidentielles, stratégiques, personnelles, donc qu'il ne puisse pas porter les deux chapeaux en même temps parce que là, il pourrait y avoir un mélange des genres et puis on pourrait penser qu'il pourrait y avoir de l'information qui serait transmise, l'information confidentielle ou stratégique qui serait transmise de chaque côté. Donc, ces changements, comme je le disais, sont effectifs à partir du mois de juin, 10 juin prochain. Donc, les grands principes à retenir de ces modifications-là, je le disais, ce qu'on appelle la double représentation sera interdite, mais aussi une autre nouveauté pour qu'un courtier puisse représenter les intérêts d'un acheteur, il devra avoir un contrat courtage-achat écrit. Donc, dorénavant, le contrat verbal sera nul. Donc, il va y avoir une modification qui va être apportée à la loi dans ce sens-là. Donc, pour représenter un acheteur, le courtier devra avoir un contrat de courtage-achat écrit. Et finalement, le courtier qui travaillera sans contrat de courtage, eh bien, il ne représentera pas l'acheteur, il va vraiment travailler, dans le fond, avec le courtier du vendeur. Alors, c'est important de comprendre ça. On ne peut pas représenter une partie sans avoir un contrat écrit. Donc, le courtier qui choisira de ne pas avoir de contrat de courtage, achat, eh bien, il ne représentera pas les intérêts de l'acheteur, mais plutôt, il travaillera en collaboration avec le vendeur. C'est ce qui complète ma présentation. Je vous invite évidemment à poser des questions, mais aussi, si vous le souhaitez, vous pouvez aller sur notre site Internet qui est très complet, qui comprend énormément d'informations, beaucoup d'articles, beaucoup de ressources, guides d'acheteurs, guides venteurs, entre autres choses. Donc, vraiment, il y a énormément d'informations, autant pour le public que pour les courtiers. Alors, allez visiter ce site-là, très intéressant. Je vous rappelle également que nous avons notre centre d'appel Info OACQ qui est là aussi pour répondre aux questions de tous et en tout temps. Alors, voilà. Merci beaucoup, Maître Champagne. Encore une fois, c'était très, très, très instructif. J'espère que vous avez apprécié tous et chacun. On a une première question qui nous dit de quelle façon on devrait procéder si on veut faire affaire avec un courtier. Il y en a beaucoup, c'est compliqué. Comment je fais pour une transaction pour choisir le bon pour moi, Maître Champagne? En fait, le courtier, effectivement, est là pour vous assister, comme on l'a vu, hein, pour vous informer, vous conseiller. Alors, on veut avoir, évidemment, quand on vend sa propriété ou quand on achète une, avoir quelqu'un qui connaît, par exemple, le coin où est-ce qu'on veut aller s'établir. Hein? Alors, ça fait déjà partie des critères qui sont importants à prendre en considération. Avoir un courtier qui connaît bien le secteur. Alors, c'est déjà un bon indice pour pouvoir se trouver un courtier. Et puis, bien sûr, parfois, ça peut être par des références. Hein? Si on connaît quelqu'un avec qui ça s'est bien passé. Puis, on a également sur notre site Internet, en fait, on a un registre. Hein? Le registre de tous les titulaires de permis se trouve sur notre site Internet. Alors, ça peut être aussi un moyen pour vous d'aller chercher de l'information à cet égard-là, puis identifier quels seraient justement les courtiers qui pourraient être les mieux placés pour vous représenter, soit comme acheteur, soit comme vendeur. Alors, ça, c'est aussi une autre ressource qui est intéressante, qui est importante. Merci, Maître Champagne. Une autre question, vous avez évoqué le blanchiment d'argent. Est-ce que dans le contexte où il y a une surenchère, où ça va vite, où les gens n'ont pas beaucoup de temps pour visiter une maison, on est plus à risque? En fait, je ne dirais pas qu'on est plus à risque. Je dirais juste qu'on est toujours très à risque que des situations comme celle-là surviennent. C'est pour ça que l'on a des indicateurs de blanchiment d'argent qui sont vraiment des drapeaux rouges finalement que les professionnels du courtage immobilier doivent avoir en tête lorsqu'ils font une transaction avec des personnes, que ce soit des personnes physiques ou des personnes morales, comme des sociétés par action, des compagnies. C'est très important de s'assurer de la vérification d'identité.
puis, je dirais que je n'ai pas abordé ce devoir et obligation-là des titulaires de permis, des courtiers, mais ils ont l'obligation de procéder à une vérification très rigoureuse de l'identité de la personne, de sa capacité juridique. Donc, si par exemple, elle représente une autre personne, donc s'assurer qu'il y a beaucoup de transparence à cet égard-là. Puis, ces obligations permettent justement d'éviter justement qu'on se retrouve dans un cas où est-ce que de l'argent voudrait être blanchi par la transaction immobilière. Il faut savoir que les transactions immobilières peuvent être une bonne façon de blanchir de l'argent compte tenu que ce sont des transactions qui comportent des montants importants. Alors, on peut en blanchir une grande quantité en même temps. Alors, c'est pour ça qu'il faut être à l'affût. L'autre chose aussi, c'est qu'il faut savoir que les courtiers ont des comptes en fidéicommis. Donc, ce sont des comptes qui permettent de déposer de l'argent. Alors, il faut être vigilant pour que les courtiers ne soient pas utilisés, que leur compte en fidéicommis soit utilisé justement pour que du blanchiment d'argent soit effectué. Alors, ce sont toutes des obligations que les courtiers ont en tête, doivent avoir en tête, pardon. Et c'est justement la formation obligatoire qu'on a déployée, c'est justement à ça qu'elle sert, entre autres choses. On sait, merci Maître Champagne, on sait que durant la pandémie, il y a des choses qui ont changé. En une minute ou deux, puisque nous c'est 12h56, à quoi doivent porter une attention particulière les consommateurs dans le contexte actuel? Au-delà de tout ce que vous avez nommé, là, il y a beaucoup de choses, le blanchiment, les éléments à ne pas négliger. Est-ce qu'il y a des éléments qui ont changé dans la pandémie sur lesquels on doit être un petit peu plus prudent? Mais je pense qu'il faut je le dis souvent, il ne faut pas que les émotions surpassent la raison. Je pense que faut garder la tête froide le plus possible. Puis je le sais que c'est pas facile. Puis on le voit beaucoup. On reçoit des demandes d'assistance en regard de ça. Il faut quand même demeurer objectif. Puis avant de se lancer justement dans le processus de recherche d'une propriété, il faut connaître ses limites. Il faut connaître ses limites financières, il faut connaître ses limites à tout point de vue, connaître bien ses besoins, bien définir ses besoins. Puis c'est là aussi que le courtier peut nous aider justement à bien cadrer ça, puis à nous tempérer advenant le cas où est-ce qu'on serait porté à s'emporter justement, puis à dire, je vais bonifier ici, je vais bonifier là, parce qu'au bout du compte, on ne veut pas se retrouver trop serré, on ne veut pas se retrouver avec une propriété qui ne correspondrait pas justement à nos besoins. Alors, c'est ça qui est très important, je dirais, c'est de bien définir ses besoins, bien définir sa capacité, et puis à partir de ça, s'écouter, puis se respecter là-dedans. Alors, c'est sûr que c'est une période qui est vraiment pas très facile pour le public, pour les jeunes aussi, en particulier qui cherchent à acquérir une première propriété. Alors, on est très sensible à ça et puis c'est pourquoi je pense que le courtage est là, puis la loi sur le courtage, puis l'OACQ est là pour épauler le public à cet égard. Ça aurait presque été un mot de la fin parfait, Maître Champagne. Il nous est rentré une dernière question. Je pense qu'on a le temps. Quels sont les recours pour protéger les vendeurs ou qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour se protéger et ne pas avoir une réclamation de vice caché? C'est la garantie légale. C'est la garantie légale qui est là pour protéger l'acheteur, protège aussi le vendeur jusqu'à un certain point. Puis, c'est aussi la transparence, je dirais. C'est d'être transparent, de donner toutes les informations qu'on connaît au sujet de sa propriété. Puis, j'en parlais tout à l'heure, l'inspection pré-vente, donc celle qui est effectuée par le vendeur, peut être un mécanisme aussi par lequel on démontre notre grande transparence. On vend en identifier tous les éléments, tous les facteurs qui pourraient affecter la valeur de la propriété. Et puis, de cette façon-là, bien, on ne pourra pas se faire reprocher par un tribunal ensuite du fait qu'on aurait caché des éléments qui auraient pu être préjudiciables. Alors, c'est le meilleur moyen pour se protéger, je dirais. On ne vous entend pas, Mme Boulay. Alors, je disais merci beaucoup, Maître Champagne. Merci à tous. C'est ce qui met fin à notre présentation de ce midi. Je vous rappelle qu'elle est disponible puisqu'elle a été enregistrée. Et je vous remercie tous de votre temps et de votre attention ce midi. Encore merci, Maître Champagne, et bonne suite d'événements pour le Barreau du Québec. Continuez de profiter des événements de Visée Droit.